te passe la parole. Merci beaucoup, Philippe. Salut à tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On va essayer de rapper ça en 50 minutes. Je vous le dis déjà, il y a beaucoup de contenu. Fait que si jamais on dépasse, ça me fera plaisir un jour de refaire un touchpoint qui est à ce que vous toujours disponible sur Discord. Fait qu'on part ça. D'abord, qui suis-je pour ceux et celles qui ne me connaissent pas déjà? Je pense que je suis la seule recruteur sur le Discord du Hackfest. À moins que je me trompe, on m'a intégré dans cette belle communauté il y a quelques mois déjà. Puis j'adore ça discuter avec des gens. Il y a beaucoup de gens qui font de changement de carrière ou même des new grads qui vont éventuellement graduer. Dans les dernières semaines, derniers mois, m'ont quand même pas mal sollicité à savoir comment on fait pour se trouver une job en TI, plus précisément en sécurité. Fait que j'ai saisi l'occasion pour pouvoir en discuter avec tout le monde. Donc, me voilà. D'abord et avant tout, l'entreprise que je représente, GoRocket, mes patrons, je vais forcément parler d'eux, sont formidables. Il existe plusieurs agences de recrutement. Je crois que la principale force de GoRocket, c'est le lien de proximité avec la communauté de talents. On aime ça être proche des gens, proche de nos experts. On aime grandir avec eux et les faire grandir. Mon patron, Cyril Moreau, a fondé GoRocket il y a de cela à peu près 7 ans, justement dans le but d'offrir, on voulait devenir une agence incontournable de talent, la référence à Montréal / au Québec, parce que, merci télétravail, hein, ça explose toutes les frontières. Moi, je suis devenue recruteuse il y a de cela 4 ans. J'ai commencé ma carrière dans le domaine administratif et juridique. C'était vraiment pas pour moi. J'aimais le recrutement, mais je n'étais pas certaine d'aimer le domaine, même que ça m'avait fait douter de ma carrière en recrutement. Finalement, la vie étant ce qu'elle est, toujours faite d'opportunités à saisir. J'ai rencontré les gens de chez GoRocket, je suis tombée en amour avec eux. Je pense qu'ils sont tombés en amour avec moi et ça fait presque 3 ans que je suis recruteur TI. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais vous parler vous donner un petit aperçu de qui sont les donneurs d'ouvrages. On se demande souvent par où commencer quand on cherche un stage ou son premier job. Il y a des donneurs d'ouvrages qui sont plus enclins finalement à donner des premières jobs, des premiers rôles, des premières expériences en TI ou en sécurité. On va regarder ça ensemble. Comment approcher de potentiels employeurs? Souvent, on ne sait pas trop comment on doit faire. Il existe des vieilles mentalités, il y a des nouvelles mentalités, il y a plusieurs approches qui existent. On va démystifier ça ensemble. Aussi, je peux prendre un certain temps pour vous parler de la justesse de votre première expérience parce que les premières expériences vont avoir une incidence dans tout votre parcours. Les seniors qui sont avec nous en ce moment le savent. Ils ont commencé peut-être leur carrière en administration de système, en développement web. Aujourd'hui, ils veulent faire un switch en TI, pas en TI, pardon, en sécurité. Fait que toutes ces expériences-là ont toujours des incidences sur ce qu'on va aspirer comme job dans les années qui suivent. Donc, on va regarder ça ensemble. On va faire un petit ABC très rapide du CV parce que honnêtement, juste comment vous expliquer faire un CV, on aurait pu en avoir ensemble pour au moins 1 heure juste là-dessus. Mais comme je le dis toujours, je reste toujours disponible pour les gens de la communauté du Hackfest. Si jamais vous avez fait un CV, vous voulez un avis d'un recruteur, moi, je regarde des centaines de CV par semaine. Ça va me faire plaisir de vous donner des feedbacks là-dessus. Il y en a déjà plusieurs qui ne se sont pas gênés, qui sont venus me voir. Ça me fait toujours plaisir de vous aider. On va également discuter des erreurs que vous pouvez éviter. Après, est-ce qu'un stage, c'est payé, c'est pas payé? C'est une question qui revient souvent, surtout si vous êtes sur LinkedIn, vous voyez souvent les fameux sondages revenir. On va en parler un peu. Et je vais vous donner aussi un petit aperçu du salaire d'un junior ou d'un stage actuellement sur le marché. Évidemment, tout explose dans la dernière année, mais comment on va se positionner quand on cherche son premier job? Donc, voilà. Je vais mettre ça à commentaires si jamais il y a des commentaires qui pop. Comme ça, je pourrais répondre en temps réel. On va avoir aussi une petite partie à la toute fin là, sur les questions. Donc, qui sont les donneurs d'ouvrages? Moi, je vous dirais que votre premier réflexe quand vous cherchez votre job, ça va être de faire une espèce de roadmap, si vous voulez, des domaines où la sécurité / protection de la donnée est vraiment un enjeu. Évidemment, mon premier conseil, ça va être de vous tourner vers le domaine financier. Salut Desjardins! On n'embarquera pas dans le sujet. Les Desjardins, Banque nationale de ce monde, sont des employeurs qui sont super enclins à offrir un stage ou un premier job aux gens qui viennent de graduer ou à ceux qui cherchent un emploi dans leur domaine pour la simple et bonne raison qu'ils ont des équipes, ils ont des gens qui sont déjà seniors, ils ont
toutes les équipes sont bâties qu'on puisse accompagner la personne qui fait son stage ou la personne qui va chercher sa première expérience post-études. Moi, ça m'arrive fréquemment, je collabore avec la Banque nationale, ça m'arrive fréquemment de voir des affichages pour des stages ou des gens qui sont un petit peu plus débutants dans le domaine. Je vous expliquerai plus tard pourquoi les agences de recrutement ne sont pas forcément les premières portes auxquelles vous devez cogner. Je vous expliquerai un peu le plan d'affaires d'une agence de recrutement, vous compreniez pourquoi. La fonction publique et les sociétés d'État, ça reste aussi d'excellentes premières occasions. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, en faisant une petite recherche pour voir actuellement c'était où les stages puis les emplois de débutants, Hydro-Québec cherchait des stages en sécurité. Les sociétés d'État ont un peu comme le domaine financier, ils ont la structure et les ressources pour, de façon générale, former la relève. N'hésitez pas, surtout les gens de Québec, vous avez à portée de main toute la fonction publique. Après, c'est pas obligé de faire votre carrière là si vous aspirez à des domaines un petit peu moins corporatifs, un petit peu plus start-up, PME. Vous pourrez toujours évoluer vers ce type d'entreprise-là par la suite. Mais la fonction publique, je pense notamment au ministère Revenu Québec, au ministère de la Justice, au ministère de la Santé. C'est vraiment des endroits où vous allez être capable de décrocher un premier job en TI, plus précisément en cybersécurité. Comme je le disais, les grandes corporations, elles ont tellement de données, tellement de protection à avoir envers leur clientèle qu'elles restent aussi d'excellentes cibles pour vous donner votre premier job. KPMG en cherche régulièrement. J'ai vu récemment Garda. Deloitte, peut-être Deloitte, prononcez-le comme vous voulez. Je ne pars pas de débat là-dessus aujourd'hui. Deloitte aussi reste des bonnes pistes. Il y en existe plusieurs grandes corporations. Je ne pouvais pas toutes les nommer. J'ai essayé de sortir les 3 principales que je vois souvent passer sur les sites d'emploi. Les firmes de consultation, mais à plus grande envergure. Moi, chez GoRocket, on est une agence de recrutement. Donc, nous, nos clients nous payent pour aller chercher des gens qui ont une expérience déjà développée, déjà ciblée. C'est pour ça que les agences de recrutement ne sont pas forcément la première porte à laquelle vous devez cogner pour trouver un stage ou un premier job, mais les firmes de consultation, surtout les CGI, j'ai fait une faute, j'ai marqué GCI au lieu de CGI. Merveilleux. Il y a 4 personnes qui ont révisé mon document. Personne ne s'est rendu compte de ça. CGI, Lévio, Alicia, ça reste aussi, surtout Alicia avec ses centres d'expertise, ça reste aussi d'excellentes portes à laquelle vous pouvez cogner pour décrocher votre premier job. J'ai fait une petite, j'ai fait l'exemple, j'ai été sur Indeed hier et juste pour vous montrer, faire ça rapidement. Vous voyez déjà la Caisse de dépôt de placement cherche des stagiaires pour l'hiver 2022. Faut faire attention quand on cherche sur Indeed de bien paramétrer sa recherche. Si vous ne la paramétrez pas assez précise, vous allez avoir vraiment des affichages dans tous les domaines, puis pas forcément les domaines dans lesquels vous vous attendiez à évoluer. Évidemment, moi, j'ai essayé de pointer cybersécurité parce que dans le cadre du Hackfest, on va aller straight to the point, comme on dit. Fait que ça vous donne un petit aperçu. Vraiment, vous en avez plusieurs, comme je parlais tantôt, CGI. Indeed reste encore une excellente plateforme, finalement, pour que vous puissiez aller chercher tout ce que vous avez besoin d'aller chercher comme information, comme premier job. On va y arriver. Après, comment est-ce qu'on peut approcher de potentiels employeurs? Il existe tout plein de façons de développer son réseau. Je vais juste remettre ma présentation full screen. Voilà. La première piste de solution, surtout quand vous venez de graduer, généralement, votre réseau va être constitué surtout des gens avec qui vous avez été à l'école. C'est pas forcément, c'est des super bonnes relations à entretenir au fil des années parce que vous ne savez pas avec qui vous allez être appelé à travailler dans les prochaines années. Le Québec, c'est un village, c'est tout petit. Vous allez forcément rencontrer des gens avec qui vous avez été à l'école. Vous avez peut-être même fait un stage. Fait que c'est important de garder quand même une bonne relation avec les gens que vous côtoyez dans le cadre de vos études. Le Hackfest, évidemment, c'est une excellente porte pour développer son réseau. Les soirées de networking, à ne pas négliger. Je sais souvent, on peut peut-être se dire « Ah, ça va être rempli de gens qui ne sont pas forcément dans mon domaine. » Tu sais, des fois, ça prend vraiment juste une personne qui va nous ouvrir la porte à 10 autres personnes. On se construit un networking
une relation à la fois. C'est important de le nourrir, ce networking-là, puis d'en prendre soin parce que c'est vraiment une des plus précieuses cartes que vous allez pouvoir avoir là, dans votre portefeuille de cartes à jouer un peu plus tard. Quand je parlais de nourrir votre réseau, sur LinkedIn, souvent, vous allez vous faire approcher un peu... moi, dans le cadre de ma job en tant que recruteur, j'ai souvent des gens qui m'ajoutent outre-mer. Ce n'est pas forcément le type de réseau que j'ai besoin d'avoir des développeurs web du continent européen ou ces choses-là, parce que dans le cadre de mes fonctions à moi, souvent mes partenaires, mes clients vont chercher des talents qui sont directement localisés ici pour un paquet de raisons. Des fois, il y en a que c'est parce qu'ils doivent être au bureau, il y en a d'autres que c'est par mesure légale, les employés doivent être physiquement au Canada ou d'autres carrément pour des subventions. Je pense aux PME qui ont besoin d'avoir un nombre d'employés, je pense que c'est 10 minimal pour pouvoir avoir accès à certaines subventions. Donc, un peu pour vous aussi, ceux qui vont graduer, ceux qui cherchent des jobs, c'est important d'aller bâtir un réseau qui va être lié à ce que vous cherchez. Allez ajouter, allez suivre des entreprises qui œuvrent dans le domaine que vous convoitez parce que ces entreprises-là vont souvent faire de l'affichage de postes, puis ça va finir par apparaître dans votre fil d'actualité sur LinkedIn. Il n'y a pas juste LinkedIn non plus qui existe pour grossir votre réseau, c'est juste que c'est lui le réseau professionnel par excellence. Je pense à Discord, vous pouvez embarquer aussi sur des communautés Slack, je pense à tout le monde UX, UI pour les gens qui sont un petit peu plus nichés en design. C'est une excellente communauté dans laquelle il y a souvent de l'affichage. La fameuse pointe de l'iceberg, c'est sûr que les Job Illico, les Indeed de ce monde vous permettent de voir la pointe de l'iceberg, mais la plupart des jobs intéressants vont se trouver en dessous, dans l'eau. Le super black market que vous ne voyez pas, c'est souvent là que vous allez décrocher finalement la job de vos rêves, si vous me permettez l'expression sans être trop quétaine, ou votre premier stage. Comme je le disais, Indeed, Job Illico, pas juste pour aller chercher, mais pour y aller déposer votre CV là-bas. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui vont aller faire de la recherche de talents via Job Illico, Indeed. J'ai pointé ces deux-là, il y en existe vraiment tout plein. Petite recherche Google rapidement sur les moteurs de recherche de job ou d'emploi. Ça va vite vous donner une liste exhaustive de finalement où sont les jobs, où vous pouvez aller mettre votre CV pour maximiser les chances d'avoir de la visibilité. Dans le fond, ce que vous voulez, c'est qu'il y ait le plus de gens qui aient accès à votre profil. Les institutions académiques, je pense notamment à la Polytechnique, à l'ETS, à l'UQAM, il y a beaucoup d'associations étudiantes, il y a beaucoup de partenariats qui se fait entre les universités, Institut Écart, les DEC, les cégeps, nommez-les, c'est large comme ça. Vous avez beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir avec ces avenues-là parce que ces écoles-là, ces institutions-là, elles ont des partenariats avec des entreprises. Elles ont souvent même des gens qui vont faire ça, de la recherche sur campus. On appelle ça des recruteurs campus. Les foires aux emplois, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a un peu changé la donne. Tout le monde s'est ajusté. Un jour, ce sera de retour en présentiel officiel. Ça aussi, là, écartez pas ça de votre planification stratégique pour décrocher un stage ou un emploi. Les écoles, je sais que vous êtes tannés quand vous êtes sur les bancs, mais elles sont de précieux alliés. Ensuite, la sagesse d'un mentor. On n'a peut-être pas toujours le réflexe de penser à ça, mais il n'y a rien de mieux aussi que vous entourer d'une personne qui évolue déjà dans le milieu, que ce soit un de vos professeurs avec qui vous avez super bien connecté, qui, lui, a déjà un réseau de bâti. En fait, souvent, ce qu'on va aller chercher avec un mentor, c'est justement son réseau, ses connaissances, puis son coaching. Un professionnel, je peux penser à, par exemple, vous avez fait votre stage, vous avez eu un team lead ou un tech lead avec qui vous avez super bien connecté. Bon, suite à votre stage, l'emploi ne s'est pas poursuivi pour une raison X, Y, Z. Ça ne vous empêche pas de rester proche de cette personne-là et d'éventuellement solliciter son aide. Les gens, généralement, on aime ça redonner, surtout quand on s'est fait donner une première chance, mais aussi quand on a commencé. Donc, on aime souvent ça, pouvoir redonner à la relève. C'est super important d'être impliqué avec les talents qui vont graduer, puis ceux qui vont être finalement le bassin, la force de travail de demain. Les recruteurs aussi, on peut être des précieux alliés, mais vous devez choisir vos recruteurs. Il y a énormément de chasseurs de tête dans le domaine. Les recruteurs, on est de précieux alliés, mais comme n'importe quoi, il faut que vous nous choisissiez judicieusement. La personne avec qui vous avez décidé de collaborer, elle doit rejoindre vos valeurs, elle doit être en mesure de comprendre qu'est-ce que vous cherchez, c'est quoi vos aspirations, vos ambitions, puis surtout de représenter vos intérêts.
Peut-être qu'un recruteur aujourd'hui ne pourra pas vous trouver un stage parce que, comme je vous le disais, nos clients en agence de recrutement cherchent généralement des gens au moins intermédiaires et plus. Mais moi, je le fais. Ça me fait plaisir de prendre un 15-20 minutes, une demi-heure avec des gens qui cherchent leur stage pour leur donner des trucs, des conseils, des pistes de solutions. En fait, tout ça, je le fais tellement souvent que c'est la raison de la présentation aujourd'hui. Fait qu'hésitez pas à exploiter les gens alentour de vous, toujours dans une optique de le faire pour pouvoir établir un partenariat à long terme. C'est encore une façon de développer un networking. C'est super important. Ah, je me rends compte que ça va bien. On avance. Je me prends une petite gorgée de café, comme on dit. Je vous ai dit en début de présentation que c'était super important la justesse de votre première expérience parce que ça va avoir une incidence dans les premières années de votre parcours, c'est évident. Il faut que vous bâtissiez une stratégie, une vision. Malheureusement, parfois, quand on est débutant, il faut quand même être prêt à faire des compromis. Après, on prend ça avec parcimonie, s'il vous plaît. Quand je parle de stratégie, c'est que si pendant tes études, tu sais pertinemment que toi, tu veux, je ne sais pas moi, aller faire par exemple, du machine learning ou tu t'envisages d'être plus orienté vers l'analyse de données, bien, mon premier conseil, évidemment, ça va être prends pas n'importe quel job. Va pas te chercher une job de technicien niveau 1 parce que tu viens de finir l'école, tu as besoin de te trouver un job. Des fois, ça vaut la peine de faire un petit step back, de ne pas prendre la première offre qui s'offre à nous, surtout si elle n'est pas alignée avec la vision long terme que tu as pour ta carrière. Ça m'arrive assez fréquemment en ma qualité de recruteur de discuter avec des gens qui ont gradué d'un baccalauréat en ingénierie logicielle. Quand j'analyse leur LinkedIn ou leur CV, je vois qu'ils ont, pendant les 3 premières années de leur vie, ils ont fait du help desk, technicien niveau 1, de l'entrée de données, des choses comme ça. Généralement, quand on va analyser, quand votre futur hiring manager va analyser votre parcours, il va se demander comment ça, vous avez fait des études en développement logiciel, par exemple, mais que votre première expérience, vous l'avez eu technicien niveau 1. Ça a un moins grand impact que si vous aviez d'entrée de jeu commencé en développement logiciel. Parfois, on n'arrive pas à décrocher tout de suite un job qu'on veut. Il existe d'autres stratégies en parallèle que vous pouvez faire. Je pense aux gens qui font du développement logiciel, notamment. Vous pouvez tellement faire de projets underside, nourrir des GitHub, partager du code que vous créez, à défaut d'avoir déjà 24 expériences super intéressantes en sortant de vos études universitaires ou peu importe. Ça va démontrer que vous êtes vraiment passionné par votre domaine. On a toujours, je le dis souvent, on n'a qu'une occasion de faire une première bonne impression. Quand vous convoitez, surtout, j'ai accompagné des gens qui, eux, voulaient aller évoluer chez Autodesk. Autodesk, ce n'est pas un de mes partenaires. Je sais par contre qu'est-ce qu'ils créent. Fait que mon premier conseil que j'ai donné à ces gens-là, c'était évidemment d'aller créer des projets, les publier sur GitHub ou peu importe, qui sont en lien avec le champ d'expertise de l'entreprise pour montrer que vous avez un intérêt, que vous êtes intéressé à la technologie qu'ils utilisent. C'est quand même assez facile, en plus de nos jours, de voir qu'est-ce qui est utilisé comme environnement technologique. Si jamais vous ne savez pas comment, venez me poker sur Discord, je vous expliquerai là, une petite recherche LinkedIn à faire qui est vraiment pas compliquée. Mais comme je le disais, s'il vous plaît, pensez intelligemment. Si vous visez une job en cybersécurité, il y a souvent des entry level qu'on appelle, qui va être peut-être un petit peu plus de l'analyse, on va être moins dans le pen testing, dans le fameux hands-on. Je parle de ça parce que j'ai tellement de gens sur la communauté du Hackfest qui viennent me voir, qui cherchent, pas forcément un premier job, mais qui veulent peut-être même juste changer de job, qui me demandent des rôles en Red Team et compagnie. Parfois, on est mieux de prendre un job relié en sécurité qui va pouvoir nous amener à évoluer vraiment dans une position qu'on convoite que d'accepter, comme je le disais tantôt, un poste de technicien niveau 1. Puis, j'enlève rien au rôle de technicien niveau 1. Comprenez-moi bien, c'est des rôles, des professions qui sont super importantes. C'est juste que si vous, ce que vous visez, c'est différent de ça, bien, rendez-vous service en essayant d'entrée de jeu de vous positionner dans un job qui va vous amener à votre prochain job plus rapidement. C'est ce que je parle en termes de vision. Maintenant, en termes de compromis, on va en reparler un petit peu plus tard dans la formation ou la conférence, je ne sais jamais comment appeler ça. Des fois, c'est mieux d'accepter. Je vous en reparle plus tard parce que je n'ai pas envie de mêler les cartes. Quand on sera rendu en termes de salaire pour les débutants, on reviendra à ce que c'est un compromis. Voilà. L'ABC du CV.
Le fameux CV. Qu'est-ce qu'on met dans un CV? Qu'est-ce qu'on enlève? Et vous savez quoi? Il existe même des entreprises qui sont spécialisées dans la création de CV. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai en contact avec une de mes personnes de mon réseau qui, elle, a une entreprise en parallèle de sa carrière temps plein où justement, ce qu'elle fait, c'est de la rédaction de CV pour les gens. Elle est vraiment parfaite. Elle fait des super beaux CV, un beau branding, très, très épuré. C'est une belle carte de visite. Parce que je le disais tantôt, on n'a toujours qu'une seule occasion de faire une première bonne impression. Le CV, c'est votre carte de visite. C'est souvent la première chose qu'un employeur va avoir entre ses mains, c'est votre CV. Ce qu'on veut éviter, c'est que notre CV ressemble à, vous savez, là, les espèces de brochures de pizza 2 pour 1 où il y a tellement de stock sur ces brochures-là qu'on ne sait jamais quoi commander parce qu'il y a beaucoup trop d'affaires. On veut éviter à tout prix que notre CV ressemble à ça. On veut y aller avec l'essentiel des informations. Ce qui m'amène à vous partager, chez GoRocket, on a un template de CV. Je vais vous montrer ça. Généralement, ce qu'on veut, c'est que le nom du candidat apparaisse en haut. Il faut que ce soit facile. Il faut que le potentiel employeur voit rapidement quel est votre nom, obviously. Le rôle, donc, je ne sais pas si vous êtes un analyste en sécurité de l'information. On met ça, analyste en sécurité de l'information. Là, pour des juniors, généralement, il n'y aura pas forcément de certification, quoique c'est appelé à changer. Il y en a qui font des certifications en même temps que leurs études. Vous pouvez toujours mettre à côté de votre rôle, si vous avez, je ne sais pas moi, un CISA, un PMP, vous avez la certification de sécurité AWS, vos certifications, vous pouvez les mettre aussi, l'abréviation, à côté de votre rôle. C'est une information qui devient rapidement disponible à votre potentiel employeur. Maintenant, on met une courte présentation, 2, 3 forces. Courte présentation, je parle de qui vous êtes. Je suis fraîchement graduée de tel programme. On me reconnaît parce que j'ai un bon leadership. Je gère bien la pression, peu importe. 2, 3 forces qui vous représentent vous. Vos aspirations. Vous aspirez à quel type de poste? J'aspire à évoluer dans un rôle de je ne sais pas moi, de gouvernance, risque et conformité, vous le mettez là. Évidemment, ça, vous essayez de le personnaliser. Si vous postulez sur un rôle en GRC, comme je viens de le dire, mettez-le. Si vous postulez sur un rôle de pen testing, on va mettre « J'aspire à joindre une Red Team ». Évidemment, il faut que ce soit conséquent, etc. Après, on essaye toujours d'y aller straight to the point. Quand on est débutant, c'est sûr que notre CV ne fait pas 8 pages, puis c'est correct. Il y a certaines informations que vous pouvez mettre, qu'on a le réflexe de vouloir enlever, mais quand on est débutant, ces informations-là peuvent être très parlantes, très criantes sur le type de personnalité qu'on est, puis sur le type d'implication qu'on a faite parascolairement parlant. Je me permets d'inventer des mots. Quand je parle de compétences techniques, c'est sûr que le langage, bon, les langages de programmation, là, ce CV-là n'est pas forcément fait pour des gens en cybersécurité. C'est un template générique. Moi, je collabore le plus souvent qu'autrement avec des développeurs. Fait, tout ce qui est compétences techniques est très important pour les potentiels employeurs. On va y aller comme ça. Les langages, bon, Java, Node, JavaScript, Golang, Python, Ruby on Rails, peu importe, vous mettez les langages que vous connaissez, les bases de données que vous maîtrisez, avez-vous des connaissances en cloud, maîtrisez-vous des CMS, des outils, Docker, Kubernetes, peu importe, les environnements technologiques dans lesquels vous maîtrisez, c'est-tu Linux, Windows, peu importe, et la méthodologie, si vous êtes habitué, on vous a appris l'agilité, le waterfall, Kanban, Scrum, peu importe, c'est des méthodologies. Les pratiques DevOps aussi sont en train de devenir une méthodologie, le fameux CI/CD, mais bon, on pourra en faire un autre talk à un moment donné. Ensuite, les expériences professionnelles. C'est évident que si vous n'avez encore jamais d'expérience professionnelle en lien avec la cybersécurité, on va mettre les expériences pertinentes les expériences professionnelles les plus pertinentes. C'est peut-être pas super pertinent de mettre que vous avez gardé des enfants de l'âge à 12 à 14 ans. Par contre, que vous ayez été animateur de camp de jour, vous avez travaillé 2 ans sur un corps à temps partiel chez McDonald's, peu importe, ces types d'expériences professionnelles-là sont quand même assez intéressantes. Elles démontrent que vous êtes... il y a une certaine stature professionnelle qui est intéressante à avoir sur un CV.
vous avez, je ne sais pas, fait des scouts, peu importe. Il y a toujours façon de... Tout va être dans la présentation, comment vous amenez ça. Après, un jour, quand ça va faire 5 ans que vous évoluez dans le domaine, ces expériences-là, avant de faire votre carrière, vont être appelées à s'effacer. Je vois des CV de gens que ça fait 6 ans qu'ils sont dans le domaine, puis je vois encore animateurs, camp d'été, plus forcément pertinent un coup qu'on a des expériences assises dans notre domaine, dans notre carrière. Si jamais vous voulez ce template-là, ça va me faire plaisir de vous le partager. Évidemment, j'enlèverai le branding de mon entreprise parce que ce ne sera pas forcément utile pour vous. On va modeler ça ici. Si ce n'est pas une expérience qui a été forcément en TI, vous n'avez pas besoin de mettre l'environnement technologique, mais pour tout le reste, je vous recommande fortement de le laisser là. On veut toujours savoir le titre, qu'est-ce que vous faisiez, la date d'emploi, l'entreprise pour laquelle vous avez travaillé, c'est quoi le projet sur lequel vous avez été impliqué, puis les principales responsabilités ou tâches qui vous étaient attribuées. C'est des informations qui sont toujours cruciales à avoir sur son CV. En bas, on met ses formations, ses certifications. Il existe un débat. Est-ce qu'on met ça au-dessus, en dessous? Honnêtement, je peux vous dire que de façon générale, quand on est un nouveau gradué, on va mettre ses formations et ses certifications au-dessus, puis on va mettre les expériences professionnelles par la suite, mais ce n'est pas un des 10 commandements. Là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez suivre cette logique-là ou mettre la formation au-dessus. C'est encore un débat dans le domaine des ressources humaines. Qu'est-ce qui doit être priorisé? Moi, je pense que le mot d'ordre, laissez ça épuré. Mettez pas trop d'informations. Des fois, je vois des CV qui sont surchargés. Comme je vous dis, on ne veut pas que ça ressemble à un pamphlet de Pizzeria Ramona là, au coin de Sherbrooke et de Notre-Dame. Ben non, au coin de Sherbrooke et d'Iberville, mettons. On ne veut pas que ça ressemble à ça. Non, je vous représente ça. Voilà. Maintenant, on enlève quoi sur son CV? Ce qu'on n'a pas besoin d'avoir sur votre CV, guys, là, c'est votre statut. Hein? Si vous êtes marié, célibataire, ces choses-là, ce n'est pas du tout des affaires de votre potentiel employeur. Je recommande de ne pas mettre l'adresse complète, mais vous pouvez mettre la ville que vous voulez mettre. C'est juste qu'on ne sait jamais, en fait, ce qui arrive. On est en cybersécurité, c'est on point, comme on dit. Tu ne sais pas à quel point les gens qui reçoivent ton CV ont un modèle pour protéger tes données. Moi, personnellement, je retirerai toujours l'adresse complète avec le code postal. Puis ce que je laisse souvent, ça va être la ville. Au moins, ça nous donne un indicatif de la localisation. Votre adresse courriel, votre numéro de téléphone. Ça, quand même, c'est des informations importantes pour que, bien évidemment, les gens puissent vous joindre. Hein? Qu'est-ce qu'on enlève aussi? Pas besoin d'avoir de photos. Ça, c'est pas nécessaire. Et les références ne sont pas forcément pertinentes. Vous pouvez toujours mettre à la fin de votre CV références disponibles sur demande, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des références à la toute fin. Maintenant, les pros des CV, comme je vous disais, venez m'écrire sur le Discord après la formation si jamais ça vous intéresse d'avoir le nom de mon ami qui fait de la rédaction de CV. Si jamais vous ne savez vraiment pas par où commencer, ça va me faire plaisir de vous donner soit mon template ou de vous mettre en communication avec Vanessa. Elle s'appelle Vanessa. Maintenant, LinkedIn, on fait quoi? Bien, quand on débute, je vous recommande de le calquer. Votre CV et votre LinkedIn devraient être quand même assez similaires. C'est 2 cartes de visite, 2 façons d'avoir de la visibilité, donc 2 façons de se faire repérer plus rapidement par les recruteurs, ceux qui vont s'intéresser à des profils similaires aux vôtres. On essaye de, éventuellement, même si vous voulez mon humble avis, LinkedIn va être appelé à remplacer le CV. En fait, il y a beaucoup de gens qui me disent, ben, moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas fait de CV, mais j'ai toujours bien entretenu mon LinkedIn. Prends mon LinkedIn. Parfait. Chose que je vous demande, ceux qui font ça. Vous savez, à la fin des profils LinkedIn, on a les compétences. Quand on importe son CV en PDF, ces compétences-là ne sont pas attachées à l'importation PDF de notre profil LinkedIn. C'est important de mettre votre environnement technologique pour chacun des postes également dans chacune de vos expériences LinkedIn. Autrement, on n'aura aucun indice sur quels sont les environnements technologiques dans lesquels vous avez évolué. Oui. Voilà. Les erreurs que vous pouvez éviter, sérieusement, si vous pouvez vous éviter d'entrée de jeu de vous mettre les pieds dans le mot qui commence par M, faites-le, vous allez juste vous aider.
Manquer d'organisation, c'est souvent la principale erreur que je relève chez les gens qui vont chercher des emplois. Et là, tout niveau d'expérience confondu, débutant, intermédiaire, senior. Je parle avec des gens qui se mettent en recherche d'emploi. Ils ne savent plus où ils ont postulé. Ils ne savent pas, ah ouais, j'ai-tu déjà envoyé mon CV chez Desjardins? Je ne m'en souviens pas, sûrement. Ça peut devenir problématique éventuellement parce que là, vous allez parler avec des gens, vous ne saurez plus qui a reçu son CV, est-ce que j'ai déjà envoyé à cette personne-là, est-ce que je ne l'ai pas envoyé? Ça devient très chaotique. Faites-vous un fichier Excel, un fichier Word, peu importe si vous êtes vieille école, vous voulez un cahier Canada, on s'en fout du moment que vous gardez une trace écrite, physique ou digitale, des endroits où vous avez envoyé votre CV, à qui vous l'avez envoyé et faire un suivi aussi. En fait, plus vous êtes organisé, plus ça va vous permettre de faire un suivi. Vous avez le droit, hein, si vous envoyez votre candidature, je ne sais pas, on va prendre encore l'exemple de Desjardins, vous envoyez votre candidature lundi, rendu au jeudi, si vous l'avez envoyé en plus dans une adresse courriel, pas dans les espèces de gros systèmes RH dépersonnalisés, si vous avez envoyé ça directement à quelqu'un, vous avez le droit de faire un suivi après quelques jours. Bonjour, je fais un suivi concernant ma candidature. Est-ce que mon profil vous intéresse pour vos besoins actuels? X, Y, Z. Vous avez très bien le droit de le faire. Gardez-vous toujours un 24 à 48 heures, surtout pour les rôles de débutants ou les stagiaires. N'oubliez pas que les entreprises reçoivent énormément de profils. Il faut quand même laisser un certain temps aux gens en acquisition de talent ou en ressources humaines de faire le tri des candidatures. On évite, s'il vous plaît, de solliciter toute une équipe RH. Par exemple, moi, je ne suis pas une équipe RH dans mon travail. On est une équipe en acquisition de talent. Et ça nous arrive quand même assez fréquemment où on est sur Slack. C'est notre outil collaboratif puisqu'on est tous en télétravail. Puis là, on se rend compte qu'il y a un candidat qui a envoyé une demande de connexion aux 7 recruteurs dans l'équipe avec le même message. Là, on se dit tout. En fait, c'est que le signal et le message que ça envoie, ce n'est pas forcément le bon. Je sais que ce que vous voulez, vous, probablement, c'est démontrer que vous êtes intéressé, que vous voulez, que vous êtes affamé, mais de solliciter toutes les personnes de la même entreprise, ce n'est vraiment pas une bonne stratégie. En fait, faites vos devoirs, allez regarder les profils LinkedIn, surtout les recruteurs, les gens à RH, les professionnels qui cherchent des talents. On est forcément sur LinkedIn. Si on ne l'est pas, posez-vous des questions. Regardez les profils. Nos profils sont souvent élaborés et spottez peut-être une ou deux personnes, dépendamment de la grosseur de l'équipe RH. S'il y a 150 personnes, vous pouvez vous permettre d'approcher 3 personnes. S'il y a 6-7 personnes dans l'équipe RH ou acquisition de talent, mon conseil, c'est d'en approcher une ou deux, juste de maximiser les chances de votre côté. Après, on essaye, gang, de ne pas être submergé par les processus. En fait, c'est que c'est très comprenable. Vous cherchez votre stage, vous cherchez votre premier job, vous ne voulez pas que ça niaise. Vous avez une certaine pression de devoir vite vous placer. On comprend tout ça. Mais si vous vous mettez à être dans 7 processus en même temps, vous allez vite devenir dépassé par les processus. Surtout que les processus, bon, peut-être pas pour un stage, c'est un petit peu différent, mais je parle souvent avec des gens qui sont dans 6-7 processus en même temps, puis ça devient, là, on devient vite, on a l'impression de se noyer, parce que pour une entreprise XYZ, vous allez avoir 7 étapes avant d'arriver à l'étape de l'offre. Pour d'autres entreprises, vous allez avoir un appel, un test technique, tu sais, c'est assez aléatoire, il n'y a pas d'entreprise qui a le même processus, le même roadmap de recrutement qu'on appelle dans mon jargon. Alors, c'est important de vous choisir, si vous êtes appelé à avoir plusieurs processus, choisissez les processus qui vous intéressent le plus avec les entreprises et les postes qui sont le plus alignés à vos aspirations. Moi, je vous dirais que le chiffre magique, dépendamment de ce que vous êtes capable de gérer comme pression puis comme charge de travail, 2, 3 maximum, le temps aussi de vous familiariser avec les différents processus, surtout quand on commence, ça peut être une grande source de stress, d'anxiété. Faites-vous-en pas. La plupart des gestionnaires sont conscients de ça, surtout quand on débute, surtout quand on est nouveau. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire des entrevues. On en est très, très bien conscient. En tout cas, moi, quand je parle avec des gens, j'en suis très consciente. Essayez là, de 2, 3, on devrait être correct comme ça. Ne pas être préparé, c'est vraiment pas vous rendre service, gang. Premièrement, ça va paraître. Après,
comme je vous l'ai dit, on a le droit d'être stressé, mais il y a une différence entre être stressé et ne pas être préparé. Vous pouvez être préparé et quand même être stressé, mais quand même, généralement, mieux on est préparé, moins on est stressé. Ça va démontrer, quand je parle de préparation, c'est du genre, vous avez trouvé, on reprend l'exemple de Desjardins. Je ne sais pas pourquoi Desjardins, c'est facile. En fait, c'est parce que je sais que Desjardins, c'est vraiment un très, très bon donneur de stages et d'emploi pour les débutants. C'est facile de faire une recherche sur l'entreprise, surtout qu'elle est évidemment très présente partout dans le merveilleux monde numérique. Faites une recherche sur souvent le poste, on relit la description de poste, on se prépare sur les questions techniques qu'on connaît un peu moins. Les outils techniques, je ne sais pas, par exemple, dans la team qui va vous passer en entrevue, ils utilisent Jira comme outil collaboratif. Vous ne savez pas ce que c'est Jira. Avant l'entrevue, on se prépare. On va aller se renseigner là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'être des subject matter experts dans tout. Par contre, ça va toujours faire une bonne impression si vous arrivez en entrevue et vous dites, écoute, moi, je n'ai jamais utilisé Docker encore, mais je m'intéresse à cette technologie-là. Donc, j'ai commencé à faire mes devoirs, je vais passer une certification, peu importe. Ça fait vraiment une très, très bonne impression. Ça démontre non seulement que vous êtes intéressé, mais que vous êtes passionné par votre domaine, qui sont toujours deux impressions qu'on veut donner à un potentiel employeur, potentielle équipe avec qui on veut évoluer. Dans la préparation, il y a également, c'est stupide, mais on essaye toujours d'être 2-3 minutes avant l'heure de la rencontre. Si c'est en visioconférence, on s'arrange que notre micro, que notre caméra fonctionne bien. On essaie d'avoir un bon flux d'Internet aussi. Là, si jamais votre bande passante est sursaturée, ça se peut que ça lag ou peu importe. Vous savez très bien quoi faire pour que la visioconférence se passe bien. En présentiel, on arrive un 5 à 10 minutes d'avance, juste histoire de pouvoir, si on a besoin de passer, c'est stupide, là, mais si on a besoin de passer à la salle de bain avant, peu importe la raison, on essaie toujours d'être là un 10 minutes d'avance de notre date, de notre heure de convocation. Continue de boire du café. Oui, oui, il y a vraiment juste du café dans mon café, pas de Baileys là-dedans. Salut, Pat! Après, à proscrire, gang. On ne donne jamais de référence professionnelle si on n'a pas avisé au préalable ces gens-là. Quand on cherche un stage, une première expérience, forcément qu'on n'a pas un carnet de 25 pages de références professionnelles. Un prof qui a encadré un projet de fin d'études, une personne avec qui vous avez fait un stage, une personne avec qui vous avez un ancien gestionnaire, même si ce n'est pas dans le domaine dans lequel vous évoluez et vous voulez évoluer, il faut toujours aviser ces personnes-là. Toujours leur dire, écoute, est-ce que je peux te donner en référence, quelqu'un va t'appeler pour X, Y raison. Toujours les aviser parce que ça arrive encore fréquemment que je vois des gens qui n'ont pas avisé leurs références. On prend les références professionnelles, puis c'est vraiment pas rendre justice à la personne parce que, premièrement, la référence, ça la choque de ne pas avoir été avisée la plupart du temps. Elle n'était pas préparée pour ça. Il y a des bonnes chances que si ça fait plusieurs années, elle ne se souvienne pas de vous. Ça, c'est un petit peu awkward. Ou carrément qu'elle ne donne pas des bonnes références. Ça arrive, ça. Fait qu'il faut que vous ayez avisé la personne pour qu'elle aussi, elle puisse se préparer à donner de bons mots à votre sujet parce que c'est encore monnaie courante, la prise de référence professionnelle. Maintenant, le dernier truc que je pourrais vous donner d'erreur que vous pouvez éviter, c'est manquer d'audace et de persévérance. C'est pas parce que, bon, pour le stage, évidemment, on va postuler sur des stages. Ça, on l'a compris. Si vous êtes, par contre, débutant dans la carrière, dans votre domaine, vous avez 1 à 2 ans d'expérience, vous passez au travers les différents sites d'emploi, vous ne savez pas trop, c'est marqué qu'on cherche 3 à 5 ans d'expérience, fait que vous manquez d'audace, vous dites « Oh non, je suis trop junior, ça ne passera pas. » Non, essayez. Moi, là, chez GoRocket, on a une devise, on dit qu'on ose d'abord et on dose ensuite. Envoyez-le votre CV, présentez-la votre candidature. Si ça se trouve, vous avez un savoir-être qui fit parfaitement dans l'équipe, puis eux, ils ont des gens à l'interne qui vont être capables de vous faire évoluer sur le savoir-faire. Vous ne le savez jamais. Les bons employeurs vont souvent engager sur un savoir-être parce que c'est quand même vraiment difficile de faire évoluer quelqu'un psychologiquement parlant, mais le faire évoluer à la technique, c'est chose que la plupart des employeurs sont capables de faire. Donc, allez-y, gênez-vous pas. Après, évidemment, on ne postule pas sur un rôle de directeur TI si on cherche son premier job, mais à quelques années près, si vous considérez que vous possédez au moins la moitié des compétences requises, allez-y, foncez. Au pire,
vous aurez démontré votre intérêt. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, mais on ne manque pas d'audace. On ose d'abord et on dose ensuite. Il faut faire preuve de persévérance aussi. Quand on cherche son stage, son premier job, c'est très, très rare qu'on réussisse à faire un coup de circuit, qu'on envoie un CV, on se fait appeler, on a un stage, on a une job. Si jamais ça vous arrive, vous êtes mûr pour un 6,49, sérieusement, allez vous en chercher un. Mais autrement, il faut faire preuve de persévérance. Il ne faut pas lâcher prise. C'est l'espèce de chemin de croix qu'on doit faire, mais après ça, faites-vous-en pas. Au bout de 2-3 ans dans votre domaine, vous ne saurez plus comment dire aux recruteurs « je ne suis pas intéressé à changer de poste ». Ça va venir, faites-vous-en pas. Maintenant, les stages, c'est payé ou c'est pas payé? Il y a quand même encore un discours dichotomique dans la communauté, à savoir est-ce qu'on paye un stage, est-ce qu'on ne paye pas un stage. Moi, j'ai une opinion très personnelle là-dessus. Je considère que, et là, je me retire, c'est même pas mes employeurs, je ne parle pas au nom de GoRocket, je parle vraiment au nom de Caroline Boulet. Personnellement, je crois que les stages doivent être payés pour la simple et bonne raison qu'on vient de passer souvent au travers une formation universitaire, une formation collégiale. On a déjà fait ce bout de chemin-là où on se fait former, on apprend des choses en payant pour se faire former. D'entrée de jeu, quand on rentre sur le marché du travail, on a souvent des dettes étudiantes, on a des appartements payés. Ce n'est pas tout le monde qui habite encore chez ses parents ou qui a la chance d'avoir accès à des prêts et bourses. On a besoin de vivre, on est allé de manger des nouilles au beurre. Been there, done that. Je pense que les stages devraient être payés. Après, posez-vous la question. Est-ce que pour vous, c'est important d'être payé pour un stage ou ce ne l'est pas, dépendamment de votre situation? Si vous pouvez vous permettre d'avoir un stage dans une entreprise sur laquelle vous capotez, mais qui ne paye pas pour un stage, puis que vous pouvez vous le permettre, ça vous appartient honnêtement. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que la tendance du marché en 2020, elle est quand même majoritairement sur les stages rémunérés, surtout en technologie de l'information, TI, cybersécurité. La plupart du temps, vous allez être payé, surtout par les grandes corporatives ont les moyens de vous rémunérer. Peut-être que les petites entreprises n'ont pas forcément la force économique de vous rémunérer. Toujours moyen de moyenner, comme je vous dis, c'est du cas par cas. Mais sachez quand même que là, tendance, j'ai marqué en 2020, on est rendu en 2021, une autre coquille que personne n'a vue. Le pire, c'est que j'ai fait cette présentation-là il y a 2 jours. Fait qu'on était quand même en 2021. Sachez que 2020-2021, on s'en fout. La tendance reste quand même que la plupart des stages sont rémunérés. Maintenant, quel est le salaire d'un junior ou d'un stagiaire? Pour les stagiaires, c'est vraiment très, très, très relatif. Je n'ai pas vraiment trouvé de données pour appuyer ce que je voulais énoncer aujourd'hui. Encore là, pour les stages, c'est du cas par cas, dépendamment si c'est un stage en entreprise, sa durée, qui vous donne le stage, si c'est un stage de fin d'études, un stage d'observation, c'est vraiment du cas par cas. Puis souvent, la rémunération du stage va être en lien avec le type de stage que vous allez décrocher. Fait que je ne voulais pas vraiment m'avancer là-dedans pour créer de fausses attentes, si jamais vous avez un doute, que vous pensez que le stage pour lequel vous avez appliqué n'est pas assez rémunéré ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours venir me voir, on va en discuter, puis on va essayer de voir si, en effet, il y a une erreur d'affichage. Ça arrive. Je pense à quelqu'un qui m'a écrit récemment, qui a finalement décroché son stage, puis il vient me voir, puis il me dit « Mais là, je ne comprends pas, je suis quasiment payé le salaire minimum alors que c'est mon 2e stage. » On a établi une stratégie ensemble. Cette personne-là, elle a écrit à son superviseur de stage qui, au final, il a dit « Ben oui, tu as raison, ce n'était pas le bon taux horaire. » Fait que comme je vous dis, toujours moyen de moyenner. Maintenant, le salaire moyen d'un junior sur le marché actuel. Je vous ai sorti des données canadiennes et des données québécoises. Mes données canadiennes, je les ai trouvées sur le site talent.com, qui est quand même un outil que j'utilise assez fréquemment parce que ça fait quand même une bonne médiane. Pas de la science infuse, c'est des statistiques. Les chiffres, on peut toujours les faire parler comme on veut. Il y aura toujours une exception en plus de quelqu'un qui travaille pour une entreprise américaine qui se fait payer en dollars américains ou quelqu'un qui travaille pour une très, très, très petite entreprise qui n'ont pas les moyens d'accoter les compagnies américaines. Fait on y va vraiment avec le gros bon sens. Dans le domaine de... Moi, j'ai vraiment été chercher pour la sécurité informatique parce que pour les TI, c'est drôle, la moyenne annuelle était de 65 000 alors que la moyenne en sécurité, elle est de 71 000. Les TI, c'est une niche, puis dans cette niche-là, il y a une autre niche qui est la sécurité. Fait que le salaire moyen est d'environ 71 000, mais là, ça, je vous dirais que c'est pour quelqu'un qui serait peut-être un petit peu plus intermédiaire.
On commence un entry level, comme on dit, va avoir un plus ou moins 60, 65 000. C'est la moyenne canadienne, ça. Au Québec, c'est différent. Va avoir plus ou moins 66 000, tandis que les plus expérimentés peuvent aller jusqu'à 87 000 en montant. Après, moi, j'ai été chercher les informations vraiment sur la situation au Québec, puisque je pense que je m'adresse essentiellement, surtout que ma conférence est en français. I guess que je parle un petit peu plus à des gens du Québec que worldwide. Au Québec, un débutant en cybersécurité va toucher plus ou moins 55 000 $. L'intermédiaire est à 65 000 $, puis pour les seniors, on est vraiment à du 85 000 $. Ça, je vous dirais que c'est pour des salaires d'employés permanents parce qu'avec des consultants, les taux explosent. Le taux sauf que généralement, quand on est débutant, on ne commence pas forcément en tant que consultant, mais bon, c'est une autre histoire. Sachez au moins si ça peut vous donner une idée du type de salaire que vous pouvez avoir quand vous graduez. On est dans le plus ou moins 50 000. Quelque chose en bas de 40 000, je considérerais que c'est très bas. Je pourrais vous dire qu'en ma qualité de recruteur, là, moi, je vois beaucoup de chiffres passer. J'ai été chercher aussi du côté d'Adéco, de Randstad, le gouvernement Glassdoor. Généralement, ce qu'on voit, ça va être entre 50 et 55. Ça va être la moyenne pour un débutant. En bas de, je dirais qu'à 40 000, on est quand même faible. Après, comme je vous disais, des fois, on fait un compromis pour pouvoir aller se décrocher un job qui va être encore plus aligné à nos aspirations. Des fois, ça vaut le coup d'accepter quelque chose à 40 000, mais vous allez aller plancher sur une technologie qui va vous permettre, dans 2 ans, d'aller chercher 85 000. Faites-le. Il y a toujours un calcul à faire. Puis si vous n'êtes pas certain, c'est là que vous pouvez toujours communiquer avec votre mentor, votre recruteur, avec votre réseau, poser des questions. Vous avez le droit de poser des questions, pas de questions qui sont trop nounounes. Puis au besoin, comme je dis, moi, je suis toujours là pour me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, justement, des questions, en avez-vous? C'est le temps d'y poser. J'ai quelqu'un qui me pose, j'avais entendu 2020, mais bon, je me suis dit, c'est la faute de la tasse de café blanche. Il faut la tasse du Hackfest. Je l'ai commandé, ma tasse du Hackfest. Dani, elle s'en vient, là. J'aurais dû juste être plus vite là-dessus puis la commander pour le Hackfest, mais ma tasse, il y a une licorne dessus. Je prêche... Moi, dans ma vie, je chasse toujours des licornes. Fait que je trouve ça merveilleux d'avoir un branding de licorne. Qu'est-ce que j'ai comme question? Est-ce que pertinent la prise de référence? Comme je disais, la prise de référence, elle est pertinente surtout si la personne va être capable de donner des bons mots pour vous. Quand on est junior, c'est rare quand même qu'on se fait demander des références. On ne sera pas de cachette, mais ça peut arriver. Fait que peu importe, si jamais on vous demande ces références-là, le mot d'ordre, c'est vous les avisez. C'est une exigence de certains programmes d'avoir un stage payé. Oui, il y a des universités. Moi, j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke. C'est un stage en entreprise et je devais être payée. Je pense qu'il y a de plus en plus d'universités qui exigent d'être payées, mais ce n'est pas partout comme ça. Je pense qu'il y a des instituts aussi professionnels, privés, dans lesquels vous allez avoir des stages où là, ce n'est peut-être pas le mot d'ordre d'être payé. On me demande, bonjour, je suis français et pas habitué aux attentes québécoises. Est-ce qu'on envoie aussi une lettre de motivation avec le CV? Ah, la fameuse lettre de motivation. Elle peut toujours être intéressante. Après, est-ce que c'est toutes les personnes qui vont lire les lettres de présentation? C'est un débat qui perdure et qui perdure dans le monde. Si vous considérez que c'est une chance pour vous de faire une bonne impression, faites-la. Je sais que les ministères, la fonction publique aiment beaucoup ça, recevoir des lettres de présentation. Ça va être du cas par cas. Si vous faites une lettre de présentation, n'oubliez pas de la personnaliser à chacun des employeurs potentiels à qui vous allez l'envoyer. Je veux un poste chez Hydro-Québec parce que telle raison, nanana. Il faut vraiment la personnaliser. Combien de temps avant le stage on devrait faire la recherche? Vous devriez vous prendre quand même assez d'avance. On ne prend pas 2 mois d'avance, mais un bon 6 mois. Si vous cherchez, en ce moment, si vous avez besoin d'un stage au printemps, c'est le temps là de chercher vos stages pour l'hiver 2022. Je les vois d'afficher en plus, comme j'ai montré tantôt sur Indeed. Avez-vous une idée des salaires dans la région de Toronto? Comme le coût de la vie à Toronto est un petit peu plus élevé, je ne suis pas spécialiste des différentes régions canadiennes, malheureusement. Par contre, vous pouvez toujours aller voir sur le site ca.talent.com. Tantôt, ce que je vous ai donné, c'était la moyenne canadienne. Venez m'écrire sur Discord, là, il reste 1 minute. Tantôt, je vous donnerai mes liens pour aller faire une moyenne. Vous pouvez chercher via Indeed.
J'ai un site qui est un petit peu plus spécialisé pour le Québec. Mais à Toronto, forcément, ça va être un petit peu plus élevé pour la simple et bonne raison que le coût de la vie est plus élevé que le Québec. Voilà. Hey, je vous remercie vraiment à tous d'avoir été là. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça va vous être utile. Poquez-moi sur Discord, écrivez-moi un courriel, ajoutez-moi sur LinkedIn. Ça va me faire plaisir de me rendre disponible pour répondre à vos questions, pour vous épauler. Moi, j'adore travailler avec vous parce que je sais que c'est une belle collaboration sur du long terme qu'on établit ensemble. Je vous remercie encore et je vous souhaite un sapristi bon Hackfest pour les temps qui restent.